Je vous laisse la parole pour répondre aux orateurs. Merci, Madame la Présidente. Sur la question du retard, hein, je reprends vos termes là, sur la remise de notre avis sur la prolongation, avis générique sur la prolongation. Il y a effectivement, par rapport à nos premières estimations, à peu près 2 ans. On estimait au début avoir l'essentiel qui nous permet de prendre un avis en 2018. Là, ça sera 2020. Essentiellement, encore une fois, je le répète, par le fait que les questions sont avérées particulièrement compliquées. Les 600 du travail, d'abord chez EDF, donc il y a une partie qu'on attend de leur part, et puis ensuite, et c'est l'arrivée de ces dossiers qui conditionne ensuite notre prise de position, nos analyses, nos prises de position, donc ça arrive bout à bout. En même temps, il ne se passe pas un drame à 40 ans. Les centrales, effectivement, M. Mathieu Orphelin le rappelait, ont été conçues pour 40 ans. Ça ne veut pas dire que c'est impossible d'aller à 41 ans ou 42 ans, et d'ailleurs, Tricastrin, ça sera plutôt le moment où on sera amené à se prononcer, ça sera quelque part à 40. Sa visite décennale des 40 ans aura lieu en réalité à 43 ans, etc. Il ne se passe pas brut. Et évidemment, on vérifie avant que ces marges-là, ces quelques années en plus, ou de décalage, qui sont là pour le coup liés à des dispositions de loi, euh, évidemment ne conduisent pas à un problème, sinon on arrêterait d'office. Donc même s'il y a des décalages, de toute manière, les marges, il y a des marges et donc il n'y a pas de sujet de sûreté. Sinon, évidemment, on serait amené à fermer ce que nous pouvons faire à tout moment. Beaucoup de questions sur les incidents, événements récents. Je les ai cités en introduction. Effectivement, il y a eu autour de l'été, on va dire, ou depuis l'été, 3 incidents de niveau 2. De nature un peu différente, il y en a un, c'est un défaut de maintenance, clairement. Un défaut de maintenance, c'est lié au fait que la maintenance n'avait pas été correctement conçue d'ailleurs, et encore moins réalisée pour pouvoir détecter de manière précoce. C'est une corrosion en l'occurrence d'un tuyau. Alors c'est un peu subtil en réalité, c'est un tuyau annexe qui permet d'intervenir en cas d'incendie, c'est pas le cœur entre guillemets du réacteur en termes de sûreté. Simplement, comme il n'a pas été suffisamment maintenu, s'il y avait eu un problème, s'il avait eu rompu, à ce moment-là, il aurait agressé Donc c'est quand même pas quelque chose de très direct, mais clairement la maintenance n'a pas été bien faite. Et je reviendrai sur la question des moyens globaux d'EDF en gage. D'autres niveaux 2 ont été cités. Les autres, une autre catégorie, c'est qui est bien les forfaits demandés par nous, mais faits par EDF globalement, d'aller revérifier la conformité de ce qui a été fait à l'origine. C'est-à-dire, bon, les choses ont été construites à l'origine telles qu'elles ont été construites, sous d'ailleurs la surveillance de l'ASN. Malgré tout, on avait déjà constaté par le passé des écarts. Et donc, on a progressivement mis en place, nous, une politique d'examen de plus en plus large de la conformité à l'origine, ce que DF fait. Mais évidemment, quand on fait ça, on trouve des choses. Et c'est une bonne chose. Alors, ça fait des incidents, c'est pas une bonne chose. Mais sauf que c'est quand même une bonne chose, parce qu'une fois qu'on a trouvé les problèmes, on peut les résoudre. Alors que si on n'avait rien fait, évidemment, ils auraient perduré. Donc je vois presque positivement ces 3 niveaux 2 de ces dernières années, de ces derniers mois. Et je le dis parce que, encore une fois, comme c'est une politique et une volonté de fond absolument nécessaire de mener à son terme de manière, à mon avis, indispensable, on en aura d'autres des comme ça. Et ça sera plutôt, encore une fois, une bonne chose qu'on voit les problèmes et qu'on puisse les traiter. C'est d'ailleurs au passage une des conditions de la prolongation, que d'avoir à minima vérifié qu'on s'était remis d'équerre avec le cahier des charges initial. Donc ça va se poursuivre. Et encore une fois, je ne l'interprète pas mal vis-à-vis du jugement que je porte. Par exemple, quand je dis globalement satisfaisant, effectivement, il y a un petit mot globalement, vous l'avez bien entendu, mais c'est quand même satisfaisant. Et ces incidents ne changent rien à cette appréciation-là. Petit commentaire, et ça renvoie à la question posée sur Belleville. Typiquement, quand je dis globalement, ça veut dire qu'il y a des nuances, et notamment des nuances entre les réacteurs et les installations. Belleville récemment a été mis par l'ASN sous surveillance renforcée, parce qu'on estimait que ses résultats en termes de sûreté étaient en recul, en retrait, pardon, par rapport notamment au reste du parc. Et donc là, on a mis en place un système de contrôle renforcé de notre part, de contrôle renforcé de la part de l'exploitant, contrôle interne, de manière à ce que la situation se remette d'aplomb.
Voilà, c'est pour ça le mot globalement, c'est bien globalement, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas aussi quelques installations qui peuvent se poser des problèmes. Là, je cite EDF, mais il y en a encore une qui est sous surveillance renforcée. C'est une usine d'Areva, FBFC. Bon, voilà, ils ont eu des problèmes, ils ont été en retrait. Bah, voilà, ça fait partie de notre politique. Alors, la question des moyens de l'ASN, vous l'avez posée. On avait fait, dès après Fukushima, on avait fait une estimation, parce qu'évidemment, la plupart des choses, notamment la question de la prolongation d'un certain nombre d'installations et vieillissement, étaient entièrement anticipables. Fukushima ne l'était pas, évidemment, mais à l'inverse, beaucoup des autres sujets que j'ai évoqués comme étant des enjeux sans précédent étaient anticipables. Donc, dès après Fukushima, on a essayé de faire une estimation de notre charge future, constatant qu'effectivement, c'était nos premiers chiffres, qu'il nous fallait à peu près plus 125. On est 500 actuellement, en gros, et 500 à l'IRSN. Et on avait, pour ce qui concerne l'ASN, dit qu'il nous manquait 125. Simplement, il s'est passé, mais depuis, cette demande a été réactualisée régulièrement, notamment par le fait que les chantiers d'installation nouvelle prennent du retard. Et du coup, ça étale notre charge, et donc ça nous demande moins de charge. Et nos dernières estimations, toujours avec la même base du plus 125 de 2012 ou 2013, c'est plus 65. Et donc, on a obtenu, sous la mandature précédente, et en tenant compte de cette année, 50 postes. Donc, le reste, le manque, c'est à peu près 15, une quinzaine à ce stade. Alors, sauf changement de la politique énergétique nouvelle. On n'a pas tenu compte de nouvelles installations, etc. Mais pour assurer ce qu'on sait devant nous, il nous manque 15. Et pour l'essentiel, c'est 15 dans les années à venir. On a obtenu, je crois, on pourrait obtenir cette année plus de... c'est plus 5 par an, c'est dans le triennal. On a obtenu plus. Moi, c'est quand même des petits chiffres. Mais juste pour donner une idée, les plus 15, ça vise à mettre en place une équipe un peu dédiée pour essayer de prévenir et détecter les cas de falsification, tels qu'on l'a observé au Creusot. Là, on parle de gros équipements, mais on sait qu'il y a eu des cas ailleurs, à l'étranger, notamment de falsification sur bien d'autres choses, des cartes électroniques, des robinets, etc. Donc la question des fraudes ou des falsifications est une question large et qui ne se traite pas avec les méthodes habituelles de nos inspecteurs, qui sont des approches techniques classiques. Il faut des gens formés et c'est ça qu'on veut essayer de faire avec les plus 15, dès lors qu'on les aura. Donc, pour résumer, sur les emplois et nos moyens, on n'est pas si mal que ça. Alors, entre guillemets, grâce aussi au retard de certains projets, mais ça colle à peu près. Et c'est pas. Et je reviens sur la question du retard, sur la prolongation de notre jugement. C'est pas en réinjectant là maintenant des moyens que ça changera la donne sur la date de sortie, parce que fondamentalement, les gens qui traitent ces questions-là chez moi sont des experts. Et c'est pas parce que j'embauche une personne là qu'elle pourra libérer les experts dans le délai imparti. Je suis désolé, c'est avant tout une question d'arrivée de dossier, de traitement des sujets. Et là, on ne peut pas aller plus vite. Alors, vous avez posé des questions sur les actes de malveillance au sens large, drones, intrusions et autres. Alors, je crois que ça a été dit, il m'a semblé l'entendre dans la bouche de l'intervenant précédent. L'ASN n'est pas en charge de ces sujets-là. Alors, je rajoute, contrairement à la plupart de nos grands homologues, la logique qui prévaut à l'étranger, et qui est non pas simplement une logique, qui est juste un constat, c'est que quand un objet, par exemple une centrale nucléaire, est robuste, elle est à la fois robuste techniquement vis-à-vis d'agressions naturelles, de séismes, mais elle est aussi, du coup, totalement naturellement robuste vis-à-vis d'agressions malveillantes. Il y a quelque part une approche technique de la robustesse des centrales nucléaires qui est quelque part la même. Et c'est ça qui explique qu'à l'étranger, on ait une organisation différente de celle qu'on a en France. Alors, est-ce que c'est grave ? Je considère que ce n'est pas un sujet prioritaire pour moi. C'est juste un problème de périmètre, ça c'est vrai. On n'est pas périmétré comme les autres pays. Mais c'est en même temps pas un sujet de sûreté où, par exemple, on aurait carrément un sujet qui serait pas traité par l'État, il est traité par d'autres services. À l'inverse, je considère qu'à moyen terme, c'est une réforme qui sera à peu près inéluctable à terme.
J'ai toujours une certaine pudeur sur ces questions de périmètre des uns des autres, à les mettre en avant ces problèmes de frontières, alors même que les enjeux que nous avons à traiter sont quand même d'une nature qui mérite autre chose que des querelles administratives. Voilà. Sur la question des changements, des règlements climatiques, oui, c'est pris en compte évidemment, et d'autant plus qu'on imagine des prolongations ou que par exemple le nouvel EPR a 60 ans de durée de vie. À échelle de 60 ans de durée de vie, ben, évidemment, les questions d'évolution climatique sont à prendre en compte et sont à prendre en compte dès l'origine. Donc ça, ces sujets-là, je rappelle qu'on avait eu dans le passé des épisodes de sécheresse qui avaient conduit à des problèmes de refroidissement de centrales. Tout ça ne peut que s'accentuer avec le dérèglement climatique. Et donc c'est évident que il en est tenu compte. De même, il y a un travail en cours qui n'est pas si évident que ça sur la question que vous avez posée sur les impacts faune, flore, espèces, etc. Il y a un travail en cours avec l'IRSN notamment pour mettre au point une méthodologie pratique. Parce que la question est simple, la manière de répondre à ce genre de questions, elle, est compliquée. Donc le travail est en cours. Vous m'avez parlé de problème de mes moyens, donc je vous ai répondu aussi précisément que possible. Ma principale préoccupation, c'est celle que j'ai exprimée, c'est avant tout les moyens des opérateurs. Je réponds à une question, la personne qui l'a posée n'est plus là, mais les moyens des opérateurs, CEA, Areva, EDF, sont pour moi centraux. Je n'irai pas me prononcer sur le fait que le prix de l'électricité est bon, suffisant, pas suffisant, ce n'est pas mon métier. Mais évidemment, il y a des liens entre tout ça. Voilà. Et je rajoute que quand EDF parle du grand carénage, ils évoquent des sommes d'une cinquantaine de milliards d'euros. Il y a la question du montant des travaux, donc la question financière. Je suis le premier à insister sur le fait qu'il faut être vigilant là-dessus. Il y a aussi une question très pratique, c'est les moyens, les compétences techniques humaines chez EDF et chez les sous-traitants pour délivrer les travaux qui correspondent. Et là, il y a un pic industriel, entre guillemets, qui est tout à fait colossal, sur lequel il faut que la filière se prépare à délivrer effectivement industriellement et en qualité ce qu'elle a prévu de délivrer, notamment dans le cadre de la prolongation. Pour Enedis, le démantèlement. Alors le démantèlement, il avance doucement parce qu'il a été notamment freiné par des procédures, des actions en justice qui ont été menées, qui ont du coup fait prendre un peu de retard au chantier, mais il avance. On a encore une série d'autorisations. Enfin, on voit régulièrement passer le sujet, donc c'est pas du tout oublié. Et puis voilà, je vais m'arrêter. J'ai l'impression que j'ai à peu près abordé les principaux sujets. Merci. Nous avons encore 4 questions. Alors,